Eh bien, rebonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire sur le thématique des métiers d'avenir de REF 3. Voilà, donc ces métiers dédiés à la transition écologique, technologique, sociétale sur notre région, ce qu'on appelle REF 3. Aujourd'hui, je suis Virginie Rigol, donc je suis chargée de mission pour Proche Orientation. Je vais animer la session avec ma collègue Aurélie Manogui. Bonjour tout le monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités à nos côtés qui sont Kylian Cazé, étudiant en BTS Gestion des transports et logistique associée, donc sur Péronne. Bonjour Kylian. Bonjour. Et côté professionnel, nous accueillons Marie Eberly, qui est passionnée par la réhabilitation du patrimoine et de la construction durable. Bonjour Bonjour Marie. à tous. Donc merci encore à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Aurélie, peut-être peux-tu nous présenter ce qu'est Proche Orientation? Oui, tout à fait. Donc rapidement, Proche Orientation, donc c'est un dispositif régional donc qui vous informe sur les métiers et sur les formations, donc selon différents moyens, donc notamment par notre site internet donc procheorientation.fr sur lequel vous allez pouvoir consulter des fiches métiers, des fiches formation, des actus en région. Vous allez pouvoir aussi consulter et télécharger nos guides d'orientation. Donc, un guide d'orientation que faire après la troisième ou encore que faire après la troisième SECPA ou encore accéder pour les plus grands à notre plateforme post-bac pour avoir l'offre de formation disponible après le bac et des conseils sur la vie étudiante. Donc, proche orientation, donc c'est aussi le moyen d'effectuer des stages en dehors des périodes du temps scolaire, donc sur les périodes de vacances scolaires. Donc, on va vous mettre dans le chat notamment le lien qui vous présente les dispositifs pour bénéficier de la convention de stage. Pour les enseignants, proche orientation, c'est aussi le moyen de mobiliser des ambassadeurs, on y reviendra, hein, pour faire intervenir des ambassadeurs métiers ou formation dans vos classes pour qu'ils viennent témoigner de leur expérience. Donc, proche orientation, ça vous permet aussi d'assister à des webinaires comme celui-ci. Et donc, vous pouvez notamment retrouver les replays de ces webinaires sur notre chaîne YouTube. On vous remettra le lien aussi dans le chat. Voilà. Merci Aurélie. Alors venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler de REF 3? Cette dynamique, je ne sais pas si dans les classes, c'est un sujet qui vous évoque quelque chose. Parce que nul doute que parmi vous, nous sommes certains d'avoir déjà des acteurs de cette dynamique REF 3, sans le savoir. Alors REF 3, en fait, c'est impulsé par la région Hauts-de-France et ça nous invite à transformer notre économie, donc notre façon de produire, notre façon de travailler, pour que tout soit plus vertueux. Concrètement, il s'agit de réduire notre consommation d'énergie primaire. Alors, les énergies primaires, c'est le pétrole, le charbon, le gaz, et remplacer ces énergies progressivement par des énergies renouvelables. Donc, si on doit vous donner des exemples concrets, REF 3, ça aide à changer les habitudes de tous, ça aide à agir auprès des entreprises qui produisent, et en particulier l'industrie, et ça aide à créer, et ça provoque la création de nouveaux métiers et de nouvelles formations aussi. Tout ça, ça vous dit peut-être pas concrètement ce que c'est REF 3, donc on va vous le montrer en images. Voilà. Alors concrètement, ça, ce sont des exemples en Hauts-de-France qui illustrent de ce qu'on peut faire pour préserver notre environnement. Vous voyez qu'on parle de transition énergétique. On peut fabriquer du biogaz avec du maïs, des céréales ou des déchets organiques. Vous savez, les usines de méthanisation. On peut également fabriquer de l'hydrogène, hein, c'est des électrices de l'eau. Ça se transforme en gaz. On peut aussi installer des panneaux solaires ou même développer bientôt l'énergie nucléaire en Hauts-de-France. On parle aussi d'électromobilité. C'est fabriquer des batteries électriques dans des très grosses usines en Hauts-de-France, ou c'est aider la transformation dans des entreprises qui investissent dans l'électrique, dans l'hydrogène, pour mieux gérer les déplacements, les transports. Cet exemple-là nous sera donné par Kylian tout à l'heure. Autre exemple concret que vous voyez peut-être dans vos régions propres ou à côté de chez vous, des exemples d'industries qui en fait s'inquiètent de leur émission de gaz carbonique de CO2 et se regroupent avec d'autres pour en fait s'installer l'une côte à côte
pour profiter des déchets l'une de l'autre et utiliser le surplus de chaleur ou les déchets organiques qui aident, par exemple, à produire de la valorisation de produits agricoles, par exemple la NEL. Vous avez également tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, donc c'est-à-dire que on réexploite autrement le bois, les sédiments, les métaux. Ça se fait dans le BTP ou ça se fait dans la mode et le textile. On peut même créer des nouveaux produits. Et enfin, le bâtiment qui est aussi en grand changement et accompagné par REV3 pour être rénové ou pour pouvoir utiliser par exemple des matériaux biosourcés. Et ça, c'est aussi un exemple que Marie pourra nous illustrer tout à l'heure avec son expérience. Tout à fait. Et donc, tous Alors, ces exemples font naître aussi, on va le voir, des nouveaux métiers, notamment, voilà. Et donc, peut-être votre futur métier. On vous a mis à l'écran quelques nouveaux intitulés ou nouveaux métiers, donc dans différents secteurs comme l'énergie, l'hydrogène, le solaire, le photovoltaïque, le biogaz ou l'électromobilité, le bâtiment, ou ce qu'on appelle la construction hors site. Et donc, il y a peut-être parmi tous ces métiers votre futur métier. Et donc, pour donner la parole justement aux jeunes, donc on va commencer l'interview de Kylian. Donc, rebonjour Kylian. Donc, c'est Mhm. maintenant à vous de nous présenter. Euh, donc, euh, donc, je vais vous représenter. Donc, vous avez 20 ans et donc vous êtes en BTS Gestion des transports et logistique associée. Donc, vous êtes en alternance, en apprentissage. Et donc, vous suivez cette formation au LP Pierre Mendès France à Péronne dans la Somme. Donc, Kylian, je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Moi j'ai un parcours qui au départ n'a rien à voir avec le transport. J'ai fait au lycée, je suis rentré en STI 2D, donc filière technologique et développement durable, où j'ai pu concevoir quelques projets, et travailler avec des technologies récentes comme des imprimantes 3D ou concevoir des objets. Et c'est quelque chose qui m'a plu très vite parce que ce qu'on travaillait, c'était vraiment du concret. Et c'était très intéressant de travailler là-dedans. Et après ça, j'ai continué, moi, après mon post-bac, j'ai continué vers un BTS en informatique que j'ai fait dans la zone de Saint-Quentin. Sauf que c'est un BTS qui m'a pas forcément plu, que j'ai fait un an. Et l'année d'après, donc actuellement, j'ai repris un BTS dans le transport. Alors qui n'a rien à voir avec l'informatique, mais c'est un milieu que je connaissais, que j'appréciais, parce que j'ai de la famille qui travaille en logistique, plus précisément. Et c'est une filiale qui m'intéressait parce qu'on pouvait allier les connaissances que j'avais en technologie, parce que on travaille beaucoup avec des ordinateurs, on travaille beaucoup avec plein de logiciels différents, et aussi je pouvais allier toutes les connaissances que j'ai commencé à avoir et toute cette notion écologique qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui aussi dans le transport. D'accord. Et concernant votre BTS, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce que vous faites et plus particulièrement, par exemple, des situations ou des objets d'études justement liés à l'écologie? Alors moi, concrètement, ce qu'on fait en cours, c'est beaucoup ce qu'on appelle de la mise en situation. On nous apprend les fondamentaux du transport, c'est-à-dire que on peut voir aujourd'hui, on voit beaucoup de camions sur la route. Ces camions-là ont des réglementations, ils ont des temps de conduite et des chargements. Comment on charge un camion pour essayer d'optimiser le mieux. Et on fait beaucoup de mise en situation où on nous donne typiquement ce qu'on appelle une demande de transport. C'est-à-dire que quand un client a besoin de faire transporter sa marchandise, il fait une demande. Nous, on l'analyse et on regarde de où à où et on tarifie, c'est-à-dire qu'on doit calculer un prix. Alors c'est très théorique, mais donc du coup on doit déterminer tout ça et on doit aussi comment dire, on doit aussi regrouper le plus de marchandises possible dans un même camion. C'est-à-dire qu'on évite de mettre une ou deux palettes dans un camion qui pourrait en transporter 33.
parce que économiquement, c'est pas viable, parce qu'on va perdre de l'argent, et écologiquement, faire rouler un camion sur des grandes petites distances qui est très peu rempli, c'est quand même un peu contraignant, j'ai envie de dire. Et concrètement, on fait ce qu'on appelle, là, comme j'ai eu très récemment, des jeux d'entreprise. C'est-à-dire que sur une classe là, de 9 élèves, il y a 3 équipes de 3. Et chaque équipe représente une fausse entreprise, j'ai envie de dire, où en fait on a 3 jours, enfin pardon, on a une semaine entière qui est complètement banalisée. Et cette semaine-là, on nous fait des demandes de transport et nous, on doit les réaliser comme si on était vraiment cette entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'aide extérieure des professeurs et on doit se débrouiller avec tout ce qu'on a acquis courant de l'année. Et les professeurs jouent le rôle de conducteurs parfois ou de clients mécontents. Et on apprend aussi à gérer tout ça. Donc on peut nous appeler en nous disant qu'un chauffeur est en panne. Alors c'est fictif, mais nous on doit savoir réagir et rectifier le tir derrière. D'accord. Et donc vous êtes en alternance et votre rythme d'alternance, ça se passe comment? Alors c'est établi au début de l'année. Alors moi du coup, comme vous l'avez dit, je suis en entreprise donc sur le site de Ouch Distribution, qui se situe à Saint-Quentin. Alors il y a plusieurs sites dans les alentours. Euh, alors moi le rythme c'est en, en courant d'année scolaire, ça peut être 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école, une semaine en entreprise. Ça se fait selon surtout les dates de vacances. Parce D'ac- que quand il y a les vacances scolaires, moi j'en profite pour être 2 semaines d'affilée en entreprise. D'accord. Donc un rythme particulier aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire justement votre mission dans votre entreprise? Alors, moi, je suis assigné spécifiquement à un service qu'on appelle le flow palette et aussi de la gestion de chauffeurs. Nous, ce qui est intéressant sur le site de Saint-Quentin, c'est on possède des camions qui sont beaucoup plus écologiques que peuvent l'être d'autres transporteurs dans la région. C'est des camions qui roulent au GNC. Et alors, GNC, c'est l'acronyme de gaz naturel compressé. Donc ça vient, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez présenté pour le REV 3 tout à l'heure, ça peut venir de la méthanisation. C'est-à-dire que souvent, nous, c'est des gaz naturels. Et les camions ont des réservoirs spécifiques pour contenir ça. Et aujourd'hui, roulent à, si je peux comparer avec un camion diesel actuel, c'est 95% de moins d'émissions de CO2 qu'un camion diesel. Euh, et moi, pour revenir sur le feu palette, c'est un service qui permet d'envoyer de la marchandise, sur palette évidemment, de grandes distances à moindre coût. Alors, je vais m'expliquer. Si vous êtes situé à Paris et que vous voulez aller emmener une seule palette dans la région de Marseille, par exemple, aller y faire amener un camion qu'on peut voir sur les photos avec une seule palette à l'intérieur, c'est pas intéressant parce que vous allez perdre de l'argent et vous, environnementalement, écologiquement, pardon, on est quand même très discutable de faire rouler un camion à 3 quarts vide. Et donc en fait, en fait, c'est un regroupement. Il y a plein de transporteurs en France. Et nous faisons partie d'un groupe d'adhérents où tous les jours j'ai un chauffeur qui va descendre sur une plateforme qui se situe à Orléans. Alors Orléans, pour situer un petit peu, c'est en dessous de la région parisienne. C'est c'est assez central quand même en France. Et donc du coup, nous, on va faire descendre de la marchandise sur cette plateforme-là. Et de cette plateforme-là, d'autres transporteurs comme nous vont venir chercher la marchandise à Orléans et faire la livraison finale. C'est-à-dire que en gros, tout le monde livre pour tout le monde. Moi, si je suis à Paris, je vais faire descendre ma marchandise à Orléans. J'ai un transporteur qui va récupérer ma marchandise à Orléans et qui va la livrer sur la région marseillaise. Et donc au moins, il va livrer plusieurs destinations et nous aussi, c'est notre rôle de récupérer la marchandise qu'on nous confie pour aller livrer dans le 02, dans toute la région nord et est de la France. Mon but, Ok, voilà, c'est de gérer tout ça. très bien.
Et donc, on voit que votre entreprise a vraiment investi, vous l'avez expliqué, sur le Ça. gaz et sur ces aspects-là. Donc, j'imagine que ça a été un investissement, mais c'était un choix aussi de l'entreprise. Oui, c'est ça. En fait, le directeur, il s'est rendu il y a quelques années à la COP 21 en 2015 et à ce moment-là, il a vraiment en fait pris conscience de l'impact environnemental de, de, de ces camions. Parce qu'aujourd'hui, Ouch est quand même un grand groupe sur le secteur du Nord. Et ça considère aujourd'hui, moi sur le site de Saint-Quentin, c'est environ une cinquantaine, soixantaine de camions en Mm. tout, alors qu'ils roulent pas forcément tous les jours, mais on a quand même une moyenne de 30 camions qui roulent tous les jours. Et en fait, c'est quand même une émission CO2 assez forte, et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup, et il voulait absolument trouver une solution. Alors ce qui avait été envisagé au début, c'était de l'électrique. Sauf que c'est une piste qui a été vite écartée parce qu'aujourd'hui, sur l'électrique, sur des camions en tout cas, on a du mal à avoir une très grande autonomie. Alors, sachant que le transport, on est quand même sur souvent des grandes distances, on peut faire presque jusqu'à 800 ou 700 km par jour. C'était pas faisable, donc du coup, ils se sont laissés tenter à la place pour le GNV, gaz naturel pour véhicule, et qui s'est développé après l'acronyme GNC. Et aujourd'hui, on en est très content parce que les véhicules ont une autonomie aussi grande qu'un véhicule diesel pour une émission qui est presque nulle. Donc, comme je dis, 95% de moins quand c'est vraiment du méthane, quand on passe par une méthode de méthanisation. Et, euh, et on peut, avec le biogaz, on a aussi des camions qui roulent au biogaz, on a aussi des camions qui roulent à l'oléosan. Alors l'oléosan, c'est de l'essence à partir de colza. Donc c'est quelque chose, c'est comme l'éthanol qui est fait à partir de betterave, ça s'est fait à partir de colza. Et D'accord. aujourd'hui, bah voilà, on a sur le site, on a un véhicule qui roule au diesel. Et parce que c'est un véhicule d'entreprise à côté. Mais tous les véhicules de transport roulent aujourd'hui à des carburants plus verts. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat, même si vos micros sont coupés, on les relaiera. En tout cas, merci pour vos réactions et vos commentaires. Une dernière chose peut-être, puisque on en avait parlé, en tout cas, je crois que concernant Flow Palette, pour conclure, vous aviez expliqué aussi qu'il y avait un engagement écologique, je crois, puisqu'il y a des arbres plantés, c'est ça, en plus? C'est ça. Actuellement, sur le site de Flo, qui est situé du coin Orléans, ils ont acheté une énorme parcelle, ils ont beaucoup de place, et tous les 10 palettes transportées, il y a un arbre de planté. Et aujourd'hui, il y a à peu près entre 300 et 350 000 arbres qui ont été plantés avec ce système Flow Palette. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter? Enfin, on pourra revenir après sur les commentaires, mais des choses à ajouter ou sur votre formation, votre parcours que vous aimeriez Euh, transmettre aux jeunes qui nous écoutent? oui, par rapport à l'alternance, parce que c'est Ouais. quelque chose dont j'ai eu peur au début, parce qu'on se dit que l'alternance, c'est 50% de moins de cours, Mm. donc forcément, on se dit qu'on passe la même épreuve que les autres à la fin, sauf que nous, on n'est pas autant accompagnés. Mais l'alternance, ça apporte beaucoup plus d'expérience et de connaissances sur le vrai, sur la pratique et pas la théorie. Et il faut pas en avoir peur, et je trouve qu'il faut se lancer dans des entreprises, parce que derrière, moi typiquement, ça peut déboucher en sortie d'école sur un travail directement. Et dans un milieu que je connais, avec des gens que je connais. Et je voulais juste préciser qu'il faut pas avoir peur de se lancer dans l'alternance. Très bien. On a une question sur les femmes dans votre entreprise éventuellement et plus généralement peut-être dans le secteur, enfin en tout cas votre regard chez Ouch et dans votre promo peut-être de BTS, s'il y a des filles dans votre classe. Alors, c'est très, très, très. Alors, je veux dire que c'est sous-représenté, mais c'est aussi vraiment, il y a vraiment peu de femmes. Moi, actuellement, dans mon BTS, on est sur une classe de 9. Alors c'est peu cette année, mais il n'y a pas de filles, il n'y a pas de femmes.
Sur le groupe de deuxième année, il y avait deux femmes qui se sont quand même intéressées. Et moi, je trouve que dans l'entreprise, en tout cas chez Ouch, en chauffeur, beaucoup moins, ce qu'on appelle en exploitation, donc dans les bureaux, par contre, beaucoup plus. C'est-à-dire que nous, dans le métier, si j'englobe tout le transport, j'ai ma collègue qui est ma tutrice, elle est elle est au même titre que moi dans l'exploitation. Alors, c'est vrai qu'au niveau des chauffeurs, beaucoup moins. D'accord. Mais, mais par contre, non, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes en tant que chauffeur. Et on peut peut-être rappeler qu'en effet, c'est un métier en tension où il y a beaucoup de demandes. Est-ce que vous avez eu C'est ça. peut-être quelques conseils pour trouver votre entreprise d'accueil, si ça a été difficile ou assez facile de trouver pour Alors, l'apprentissage? personnellement, ça a été un petit peu compliqué parce que autour de Péronne, les entreprises, vu que le BTS n'existe est à Péronne, il n'est pas à Amiens, par exemple. Donc, beaucoup d'entreprises, pardon, avaient déjà des alternants. Mais sinon, il faut se lancer. Il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément comment dire, de veto par rapport aux entreprises pour les alternants. Alors que c'est vrai que forcément, ça a un coût. Derrière, il y en a qui sont pas sûrs de pouvoir vous prendre. Mais c'est comme postuler, j'ai envie de dire, c'est comme postuler un emploi. On va toquer chez une entreprise. Si pense à la question. Moi, ça n'a pas été forcément compliqué, mais le directeur de site a été voulait être sûr. Donc j'ai passé plusieurs entretiens, des journées de test, pour être sûr de ce que j'allais pouvoir donner. Mais sinon, D'accord. il y a pas forcément beaucoup de difficultés. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, on a bien compris à la fois votre engagement, votre parcours et puis l'engagement de votre entreprise. Bah, je te laisse la parole, Virginie, pour notre second témoignage. Alors nous allons explorer un autre secteur maintenant avec Marie, qui est plutôt celui du bâtiment durable. Donc de la même manière, pendant l'intervention de Marie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera de répondre au mieux. Alors comme on le disait tout à l'heure, Marie, vous êtes passionnée par la réhabilitation du patrimoine et la construction durable. J'ai même cru comprendre, vous m'avez dit que vous étiez une spécialiste de la terre cuite. Terre crue. Il va falloir que vous nous Et expliquiez. terre Terre cuite crue, aussi. pardon, la terre crue. Les Oui, deux. terre crue. Bah Terre donc, crue. bah, expliquez-nous votre métier. Alors, moi, je travaille effectivement dans le monde du bâtiment. On entend souvent les mots, les lettres BTP. BTP, au départ, ça veut dire bâtiment travaux publics. Et quand on parle de BTP, on parle de béton, de parpaing, de ciment, des choses comme ça. Mais moi, je travaille dans le nouveau BTP, c'est-à-dire le bois, terre, paille. Euh, c'est un pont un peu entre ce qui se faisait avant. Hein, quand vous regardez les maisons anciennes, elles sont faites en bois, en terre, en paille, en pierre, en brique, qui revient à de la terre aussi, hein, c'est de la terre qui est cuite. Et, euh, et ce qu'on aura certainement à utiliser dans un futur proche, même maintenant en fait, hein, pour faire face aux enjeux écologiques, puisque le bois, la terre, la paille, ce sont des matériaux qui sont très vertueux pour l'environnement, qui ont un bilan carbone très très bas, voire qui est un bilan carbone négatif, et donc qui apporte des choses à l'environnement plutôt qu'en retirer. Et voilà, donc moi je crois beaucoup à ces matériaux-là pour la construction dans l'avenir. Et donc mon métier, c'est d'accompagner les projets qui vont se faire avec ces matériaux-là. Autant dans la réhabilitation du patrimoine, le bâti ancien que j'aime beaucoup et que, que souvent vous visitez dans vos vacances. Souvent on va dans des petits villages typiques. Voilà, on a le bâti ancien, c'est quelque chose qui nous parle en général, auquel on est sensible. Et donc réhabiliter ces maisons, ces bâtiments, c'est très beau. Quand on arrive à le faire correctement, c'est très très bien. On dépense très peu d'énergie à réparer un vieux bâtiment plutôt que de le raser et de reconstruire un nouveau. Donc ça, c'est une solution aussi pour baisser notre bilan carbone.
Et quand on construit en neuf, eh ben, effectivement, on peut remplacer certains matériaux comme du parpaing, par exemple, ou du béton. Eh ben, je ne sais pas si vous pouvez passer au slide d'après, puisque j'ai vu, je sais que, voilà, là, je vous ai mis quelques photos. En bas, par exemple, c'est une crèche. C'est la crèche du personnel de l'Élysée à Paris. Voilà, qui est construite uniquement en béton de terre. Vous voyez ce mur-là qui est marron, un peu avec les bandes blanches. Et ben, en fait, c'est de la terre, c'est de l'argile, tout simplement. De l'argile avec des cailloux qui est tassée et qui fait un mur. Et en plus, c'est très joli. Merci, Andrea. Tout à fait. Au-dessus, par exemple, sur la gauche, vous avez un mur qui est à Envelin, dans le nord. Donc ça, c'est une construction neuve, une ruche d'entreprise. Et il y a des briques qui sont faites en terre et qui ne sont pas cuites. Dans le nord, on a l'habitude des briques cuites, évidemment, hein, donc de la terre cuite. Des briques cuites, c'est quoi? C'est juste de l'argile qu'on a mis sous forme de briques et on l'a cuit à 1200 degrés à peu près. Donc 1200 degrés, vous imaginez bien que bon, pour aller jusqu'à 1200 degrés, il faut dépenser énormément d'énergie. Après, on a un matériau qui est très, très durable, qui va durer, qui va traverser les siècles. Comme sur la photo, la troisième photo qui est sur la droite, ça c'est un bâtiment qui est très ancien, qui date du XVIIe siècle et qui est en Normandie. Donc la terre cuite, c'est très très bien, mais parfois à l'intérieur, on n'a pas besoin en fait de cuire les briques et ça fait économiser énormément d'énergie. Voilà. Mais Vous m'aviez dit aussi que le gros avantage de s'intéresser, de penser autrement le bâtiment, c'était de se dire qu'on avait les ressources localement, en Hauts-de-France. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de travailler avec les territoires aussi, c'est-à-dire parfois les mairies ou les... Voilà, c'est du local. La terre, bah, elle vient, en l'occurrence, là, la terre, elle vient de quelques dizaines de kilomètres du chantier. Et si vous regardez le mur ancien, pourquoi ce mur ancien, il est comme ça? Eh bien, parce que euh, c'est ce qu'il y a dans le sol, en fait. Quand vous vous promenez quelque part et que vous regardez les maisons anciennes, vous savez exactement quelles sont les ressources du territoire. Si vous allez en Bretagne, vous avez des maisons en granit parce en Bretagne, il y a du granit. Si vous allez dans le nord, vous avez des maisons en briques parce que dans le nord, on a une argile à briques qui est excellente. Vous allez en Normandie, vous avez du torchis, c'est de la terre crue. Avec la terre, on fait plein de matériaux en fait. On peut faire du béton, comme vous avez vu, des briques, du torchis, des enduits, des isolants. On peut faire vraiment plein de choses avec l'argile sans la cuire. Et c'est un bilan CO2 qui est imbattable. Je vous écoute, vous êtes passionné. D'ailleurs, c'est devenu votre métier, c'est votre entreprise aujourd'hui, Argilamo, qui vous permet d'accompagner justement ce type de construction. Mais votre parcours, vous ne venez pas de ce milieu-là, vous ne venez pas du bâtiment au départ. Quel est votre parcours? Vous êtes passé de la high-tech, m'a-t-on dit, à la low-tech? Oui, tout Expliquez-nous. à fait. Moi, j'étais ingénieure en électronique. J'ai fait toutes mes études d'ingénieur. J'ai pratiqué dans ce domaine-là, dans le monde du téléphone portable, du temps où ça ressemblait à une boîte à chaussures. Et, et également l'électronique embarquée dans l'automobile, qui est également un domaine où on consomme énormément d'énergie. Et à un moment, je me suis questionnée sur ce métier et j'ai découvert le métier, le monde du bâtiment et cette possibilité d'avoir un impact sur à travers mon activité professionnelle, d'avoir un impact un meilleur impact sur l'environnement et pour l'avenir de mes enfants aussi. Et du coup, vous avez changé de métier, vous avez intégré une briqueterie, c'est ça, en fait, dans un Voilà, une premier temps? briqueterie artisanale, tout à fait, dans laquelle j'ai appris énormément de choses, surtout ce domaine-là. Moi, je venais pas du tout de ce domaine-là, donc j'ai beaucoup appris sur le terrain, en fait, hein. On n'apprend pas tout à l'école, on apprend aussi en faisant, en allant dans les entreprises, en étant à l'écoute des professionnels
il faut être curieux tout le temps. C'est vraiment. Moi, je pensais pas quand j'étais petite que j'allais m'intéresser à l'électronique. Ça m'a beaucoup intéressée. Je pensais pas que j'allais m'intéresser au monde du bâtiment. Et en fait, c'est passionnant. Et voilà, faut pas se fermer des portes et il faut pas se dire, ah, je suis dans un domaine, je pourrai jamais en sortir. Ben, pas du tout. Regardez, moi, je suis complètement changée. Et voilà. Je vois Et qu'il y dans a plein votre... de questions. J'ai un souci d'écran, je ne vois pas les questions. Est-ce qu'on Oui, il y peut avait une éventuellement... question sur la solidité, justement, parce que quand on dit pas cuite, justement, est-ce que c'est aussi solide que les briques cuites? Alors, non, Kylian, tu as tout à fait raison. Il y a un problème si on cuit pas les briques et qu'on les met dehors. Les briques de terre cuite, c'est vraiment l'idéal pour aller dehors. C'est excellent. Moi, j'adore la brique, hein. Comme tous les gens du Nord, on a une brique dans le ventre, hein, comme on dit. Mais par contre, eh ben, toutes les cloisons intérieures, eh ben, tu peux les faire sans cuire les briques. En fait, la terre crue que je travaille, ça n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est une solution. Et on va avoir besoin de plein de solutions. Et donc, voilà, ça fait partie des solutions et il y a des endroits où on n'est pas obligé de mettre une brique qui a cuit et qui a été mise à 1200 degrés pendant 2 jours. C'est pas nécessaire. Donc, pourquoi utiliser cette énergie alors qu'on peut faire sans? Et que c'est très bien. En plus, la terre crue, elle a des vertus de régulation d'humidité. Donc, à l'intérieur d'une maison, c'est vraiment excellent. Là, moi, je suis dans une cuisine où il n'y a pas besoin de ventilation contrôlée, etc. Parce que l'humidité, elle se régule d'elle-même par l'argile. L'argile, c'est un matériau qui est extrêmement vertueux aussi pour la santé des habitants. Et ça, il n'y a qu'en vivant, en expérimentant les matériaux qu'on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Comment se former? Alors, aujourd'hui, vous pouvez vous former. Moi, je travaille dans le monde, dans la filière terre crue pour essayer de valoriser tous ces matériaux en terre crue. Et donc, on fait des cycles de formation pour les intégrer au fur et à mesure dans la formation des maçons, la formation des architectes, la formation des ingénieurs du bâtiment. Puisque tous les acteurs du maçon jusqu'au concepteur et même jusqu'à l'assureur, en fait, la personne qui va assurer une maison en terre crue, il faut qu'elle connaisse la terre crue, sinon elle ne peut pas l'assurer. Donc il y a tout ce travail qui est en train d'être fait et aujourd'hui on peut se former. Là bientôt, je vais compléter ma formation, par exemple, par un cycle d'ingénierie des structures en terre crue qui est basé à Grenoble. Voilà. J'ai envie d'habiter une amiénoise. Ben oui, bien raison. Et alors, par rapport au travail des femmes dans ce domaine-là, je dois dire que la terre crue est vraiment en avance, puisque dans le monde du BTP, ancienne version, je vais l'appeler comme ça, avec le parpaing, le béton, etc., c'est un peu comme Kylian avec ses camions, il y a très peu de femmes en fait. Et c'est un monde essentiellement masculin, voire masochiste. Mais dans le monde de la terre crue, c'est complètement différent. On a une mixité qui est très, très intéressante. On est plutôt à 50-50. Et ça apporte beaucoup de choses. Les femmes, voilà, là aussi, c'est pas la solution, mais c'est une solution. Et c'est très bien quand il y a de la mixité. Moi, j'ai toujours travaillé dans des milieux qui étaient réputés pour être des milieux masculins, que ce soit l'électronique, l'ingénierie ou bien le monde du bâtiment. Et j'ai toujours constaté que la présence, la mixité en fait, hein, la présence des hommes et des femmes, c'était très très bien. Ça fait évoluer tout le monde et c'est au bénéfice de l'ensemble. Donc vraiment, je vous encourage les filles, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles derrière les écrans là, mais je vous encourage à ne pas avoir peur à vous engager dans des filières qu'on pourrait croire réservées aux hommes, mais non, pas du tout, hein. Vous avez toute votre place. Et les garçons, c'est pareil, n'hésitez pas à devenir sage-femme. Ah, merci beaucoup, Marie. C'est passionnant, intéressant. On repart avec vous, chose essentielle en fait. Hein, et finalement, ce nouveau BTP, peut-être plus proche de la nature, ou en tout cas plus vertueux, sans nul doute.
Donc Exactement. ça donne plein d'espoir également dans les futures constructions qu'on pourra imaginer, avec vous ou avec les jeunes qui nous écoutent. Mais oui, en plus, la terre crue, c'est à la portée un peu de tout le monde. Faire du torchis, c'est extrêmement... Voilà, on retrouve les gestes qu'on pouvait faire quand on était enfant et qu'on patouillait dans la gadouille. Et ben, on pouvait faire des maisons. Est-ce que ça coûte moins cher d'utiliser ce genre de matériaux? Parfois oui, parfois non. Ça dépend. Et aujourd'hui, ce qui va coûter cher, c'est le fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, au plus on va faire la promotion de ces matériaux, au plus on va leur permettre d'intégrer des grands projets, parce qu'aujourd'hui, on fait des écoles en terre crue, on fait des EHPAD en terre crue, on fait vraiment des grands... Voilà, c'est plus cantonné à des petites choses. On fait vraiment des grands projets en terre crue, et au plus il y en aura, et au moins le matériau va coûter cher, parce qu'il va sortir comment dire, de l'anonymat. Eh bien, merci beaucoup Marie. Nous avons partagé du coup ce nouveau BTP, hein. Du coup, vous aurez tous noté BTP, c'est bois, terre, paille. Merci, j'espère que ça aura pu créer des vocations ou en tout cas des envies n'hésitez pas encore s'il y a encore des questions, auxquelles on puisse répondre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marie, sur votre métier ou votre cursus? Mais, il y a beaucoup de choses OK. à dire, mais est-ce qu'il y a une grande longévité de construction? Mais, la muraille de Chine, par exemple, tu vois, la muraille de Chine est très très ancienne. Et ben, elle est construite en principale partie en terre crue. Aujourd'hui, dans le monde, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a 70% des gens qui habitent dans le monde qui habitent dans un habitat en terre crue. Et même en France, il y a plus d'un tiers des habitants français qui habitent dans une maison en terre crue et qui ne le savent pas. Par exemple, si à Lyon, par exemple, tout le centre-ville de Lyon, c'est que de la terre crue, c'est du pisé, c'est du béton de terre, la même chose que la crèche du Palais de l'Élysée. C'est exactement ça. Euh, Dans le nord, il y a énormément de maisons en terre crue, en torchis, qui sont recouvertes d'enduit. Vous ne le voyez pas, c'est une maison en terre crue. Donc, est-ce que ça a une grande longévité? C'est énorme la longévité de la terre cuite et de la terre crue. Et bien plus que le béton, en fait. Si tu regardes le pont de Gênes, il est déjà par terre depuis longtemps. Le pont du Gard, il est encore là. La terre crue, bâtiment de demain, alors. Yes. Eh bien, merci beaucoup. Donc, ce Nous allons... webinaire, en effet, arrive à sa fin. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, mais on avait convenu de vous libérer bientôt, donc on va essayer de tenir notre créneau. Donc, juste vous rappeler quelques éléments si vous souhaitez notamment retrouver les prochains webinaires et le replay de ce webinaire. Donc, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet, hein, vous l'aurez compris, procheorientation.fr. Donc, sur le dossier, vous retrouverez, pardon, sur notre site, un dossier dédié à la dynamique régionale REV 3. Je l'avais mis dans le chat, mais vous le retrouverez sur notre site internet. Des éléments pour notre convention de stage. Si vous voulez expérimenter, par exemple, ou découvrir les métiers, que ce soit dans le transport logistique ou dans le nouveau BTP, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller, peut-être contacter nos intervenants pour réaliser un stage de découverte pendant les vacances sur quelques jours. Et donc, bien sûr, les enseignants, vous pouvez toujours vous connecter sur notre plateforme ou contacter nos référentes pour solliciter la venue d'un ambassadeur proche orientation pour pouvoir faire une intervention en classe auprès de vos jeunes. Voilà, donc le prochain webinaire, vous dire aussi qu'il y a encore des webinaires et que le prochain aura lieu le 11 juin. Donc, il aura pour thématique les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter. C'est toujours le même créneau, 14h15, 14h45 et ce sera disponible en replay si vous ne pouvez pas être disponible. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci encore à nos intervenants parce que vraiment vous nous avez livré des témoignages très intéressants et très complets. On vous a pas laissé beaucoup de temps et en tout cas je trouve que c'était très clair pour tout le monde. Je l'espère en tout cas. Merci encore à vous de vous être rendus disponibles. Bonne fin de journée aux classes et à bientôt.